Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Jean-Pierre Barbier, le président du conseil départemental de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Le développement du très haut débit, un nouveau musée à Vif, des aménagements sur la RD 1075. Les grands chantiers se multiplient au conseil départemental au détriment des politiques sociales et environnementales, dit l'opposition. Alors que la seconde partie du mandat est engagée, la majorité, elle, assume sa méthode, maîtriser le fonctionnement pour privilégier l'investissement. On fait le point avec Jean-Pierre Barbier, le président du département, pour faire donc un bilan sur cette mi-mandat, un peu plus d'ailleurs que la mi-mandat. Dans un paysage politique qui est en plein questionnement, vous-même, vous avez lancé votre propre association pour l'Isère. Nous n'avons pas besoin des partis pour être légitimes, avez-vous expliqué ? Complètement, je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs on le voit bien sur l'ensemble des scrutins qui se déroulent, ce que demandent nos concitoyens, c'est des politiques qui agissent dans le sens de l'intérêt général et du bien commun. Et je crois qu'au département, maintenant depuis 4 ans, c'est ce que nous faisons. D'abord en faisant ce que nous disons, en disant ce que nous pensons, et surtout en agissant au quotidien aux côtés des Isérois, des Iséroises. Donc l'idée, si vous voulez, maintenant, qui est portée par ce mouvement, c'est de dire nous voulons agir pour le département de l'Isère uniquement dans ce but-là, ce qui n'empêche pas les uns et les autres d'avoir des positionnements nationaux. Mais pour ce qui concerne le département, la seule chose qui compte, eh bien, ce sont les décisions que nous prenons. Ça veut dire que vous rangez un petit peu votre étiquette LR ? Ça veut dire que mon étiquette LR est toujours là. Hein. Je ne renie rien. D'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde a remarqué, je ne me suis exprimé sur rien du tout. J'ai mes idées qui me concernent, comme chaque citoyen a le droit d'avoir les siennes, et même doit avoir les siennes, quelles que soient ses tendances. Par contre, pour ce qui concerne ma fonction de président du département, bah oui, effectivement, je la mets un peu de côté pour travailler et rassembler le plus grand nombre de personnes qui souhaitent aller dans le sens du développement de ce magnifique département qu'est l'Isère. Alors, certains se posent depuis quelque temps la question de l'avenir des départements. Il y a 3 semaines, sur ce plateau, Alain Carignon, qui est candidat à la mairie de Grenoble, a dit que la métropole, comme à Lyon, devait cumuler les compétences d'une métropole et d'un département, et que le département devait se concentrer sur les autres zones hors métropole. Oui, j'ai bien entendu la déclaration d'Alain Carignon, hein, qui l'a faite d'ailleurs à plusieurs reprises. Je crois que le modèle lyonnais ne peut pas être comparé à la métropole de Grenoble. D'abord parce que Lyon est complètement différent de Grenoble, parce que la métropole de Grenoble a une constitution qui est complètement différente de celle de Lyon, et de dire que si aujourd'hui la métropole de Grenoble devait exclure le département de son périmètre, eh bien ce serait dommageable pour la métropole, parce que nous agissons au quotidien dans la métropole, et ce serait aussi dommageable pour l'ensemble du département de l'Isère. Et vous le comprendrez bien, enfin, pour ce qui me concerne, je serai très attentif dans cette campagne qui va se dérouler à Grenoble et donc sur la métropole grenobloise, aux candidats qui se déclareront favorables à cette option, et à ceux qui considéreront que le département reste un partenaire important. Et il est évident que mon choix est là pour le coup. Ce ne sera pas un choix politique, mais ce sera bel et bien un choix d'intérêt pour le département. Et l'intérêt pour le département et pour la métropole, c'est que nous conservions les choses telles qu'elles sont aujourd'hui et que nous puissions travailler en pleine synergie. Cette option serait synonyme pour vous d'un département à 2 vitesses, enfin de territoire à 2 vitesses dans le département ? Si vous voulez, bien sûr, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un département, il a des dépenses et des recettes. Que la métropole constitue une partie des recettes du département non négligeable. Et que si on devait scinder les choses, aujourd'hui, l'étude financière n'est pas faite, bien évidemment, mais mes craintes seraient qu'effectivement, tous les aspects de solidarité entre les territoires qui sont aujourd'hui assumés par les départements, et par le département de l'Isère en particulier, ne le soient pas dans le cadre où la métropole exclurait le département. Je ne crois pas à ce que l'on appelle le ruissellement des métropoles, les métropoles qui irrigueraient les territoires. On sait pertinemment que tout ceci est faux, et que quand la métropole s'installe, elle a une volonté hégémonique, et on le voit bien sur le département du Rhône. Aujourd'hui, la métropole lyonnaise est forte. Par contre, le département du Rhône, lui, est affaibli.
Allez, je vous propose, Monsieur le Président, de revenir sur certains sujets qui ont été évoqués la semaine dernière lors de la session publique du 21 juin. Vous êtes notamment revenu sur les intempéries du 15 juin. Rafales de vent, grêle ont fait de gros dégâts, en particulier dans les noyeraies, à tel point d'ailleurs que la filière noix de Grenoble se trouve fragilisée. Vous avez promis un soutien financier, mais en octobre. Alors on a promis un soutien financier immédiat qui sera adapté en octobre. Immédiat, pourquoi ? Parce qu'on s'associe bien évidemment à la région qui, elle, a débloqué 5 millions d'euros immédiatement. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'ensemble des filières agricoles qui sont touchées. Bien sûr, les noyeraies en particulier, mais l'agriculture aussi en général. Et sur le département, il faut qu'on fasse l'état des dégâts de manière très précise. On voit du maraîchage, pardon, je vous coupe, à Tullin, là, en ce moment. Voilà, donc vous voyez, il y a le maraîchage, les récoltes de maïs aussi qui ont été complètement détruites. Concernant les noix, si vous voulez, j'étais présent dès le lundi matin avec les conseillers départementaux, avec le ministre et Laurent Wauquiez qui était passé quelques heures auparavant pour faire un peu l'état des choses. Et on s'est aperçu que pour les exploitants agricoles, il y avait deux choses d'essentielles et d'importantes. C'était la première, d'aller vite pour évaluer les dégâts et vite pour évacuer les bois qui avaient été abîmés, arrachés, couchés, les arbres couchés. Donc pour cela, ce que nous avons voté vendredi et en urgence et très rapidement, c'est une aide qui nous permette de faire un inventaire précis des dégâts grâce à une société qui a des drones. Donc on va modéliser tout ça en accord avec l'État, avec les services de l'État pour que tout ceci soit incontestable. Donc c'est une aide importante puisqu'on a chiffré les choses à peu près à 100 000 euros qui vont être débloqués immédiatement puisqu'il faut quand même cartographier 6 000 hectares. C'est énorme, on va dire 6 000 hectares à base de drones en modélisation 3D avec la situation précise des arbres couchés. Donc c'est un très très gros travail. Nous sommes en négociation avec l'État et avec la société. Et puis nous organisons avec la filière bois, avec les entreprises forestières, les possibilités pour faire en sorte que les arbres soient évacués et que cela ne coûte rien aux exploitants. C'est la première partie. La deuxième partie, et pendant ce temps-là, nous travaillons aussi à l'évaluation des dégâts avec la région, puisque je rappelle quand même que depuis la loi NOTRe, le département n'a plus cette compétence, avec la région. Et eh bien, une fois que tout ceci sera bien déterminé, nous voterons une enveloppe complémentaire en octobre, puisque nous avons déjà un reliquat des aides à la sécheresse. On avait budgété 1 million d'euros pour la sécheresse de 2018. Il nous restait 400 000 euros sur cette enveloppe que nous affectons en aide d'urgence. Alors après cet épisode météo violent, on précise que 25 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle dans l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et les Deux-Savoie. Dans notre département, Revel, Saint-Martin-du-Riage et Volnaville-Bas sont concernés, non pas pour la grêle, mais plutôt pour des débordements de cours d'eau et des coulées de boue. Également à l'ordre du jour de cette séance publique, l'avenir du Palais du Parlement à Grenoble. Il est la propriété du département. Vous portez un projet de requalification avec une entreprise privée. Oui. Pour en faire quoi ? Eh bien, écoutez, le Palais du Parlement est propriété du département depuis déjà un certain nombre d'années, je dirais les années 2002-2003. La précédente majorité, puisqu'il faut bien dire les choses, a conservé le bâtiment en l'état, n'a fait absolument aucun travaux et nous avons récupéré un bâtiment qui nous coûte très cher en dépenses énergétiques pour le chauffage, puisqu'il y a Isère Tourisme et les services culture du département qui sont présents. C'est un bâtiment aujourd'hui qui a vieilli, la toiture fuit. Il y aurait pour à peu près 4 millions d'euros de travaux, simplement pour remettre la toiture en l'état. Donc, si vous voulez, depuis 2015, on réfléchit à comment faire en sorte que ce lieu historique, emblématique du département de l'Isère, puisse être accessible à tous. Jusqu'à maintenant, il est fermé au public. C'est pour le moment, il est complètement un des plus beaux bâtiments. Il est aujourd'hui complètement fermé. Donc, on a cherché, réfléchi, et on a trouvé une solution, un mixte entre privé et public. Nous allons vendre une partie du bâtiment pour permettre de faire des commerces et du logement.
Le département conserve en propriété le sous-sol, parce qu'effectivement, on sait très bien que sous le palais du Parlement, il y a certainement des vestiges archéologiques qu'il ne faut surtout pas toucher. Donc nous gardons la maîtrise sur le sous-sol. Et nous gardons aussi, ce qui est essentiel, la maîtrise de toutes les parties historiques. Les salles d'audience, le Salon Bleu, enfin, tout ceci est conservé par le département qui va y installer le musée de la Résistance pour donner un peu plus de portée à ce musée qui est essentiel aujourd'hui dans le paysage grenoblois et dans le paysage isérois, dans le cadre du devoir de mémoire, de la lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme. Donc nous y sommes très attachés et c'est pour cela que nous souhaitons transférer le musée de la Résistance dans le palais du Parlement. Quelle est l'échéance? On parle de 2024, c'est ça? Alors aujourd'hui, moi si vous voulez, mon échéance, elle est très claire parce que comme je sais que nous sommes des denrées périssables, les élus sont des denrées périssables et qu'il y a des élections en 2021, bien évidemment j'espère être présent après 2021, mais ce dont je veux être sûr, c'est qu'avant 2021, nous ayons lancé ce projet qui, je le rappelle, n'est pas porté que par le département. Il est aussi porté et soutenu par la ville de Grenoble, il est soutenu par la métropole, parce que je crois que si l'ensemble des collègues, et par l'État, parce que tout ceci, bien sûr, va se faire sous l'œil vigilant des monuments historiques, de la DRAC, qui nous encourage dans ce dispositif, qui sont des dispositifs nouveaux. Alors je comprends qu'une opposition peut être un peu rétrograde ou calée sur des textes anciens ne soit pas favorable. Mais non, le monde change, les bâtiments historiques s'ouvrent avec des projets privés. Moi, je prends toujours comme exemple et comme référence l'Hôtel-Dieu à Lyon. C'est remarquable. Voilà, alors on me cite la métropole de Lyon, par exemple, mais qu'on aille voir aussi un peu ce qui se passe à l'Hôtel-Dieu. On parle de plus de 20 millions d'euros d'investissement. Voilà, c'est 21 millions d'euros d'investissement pour le privé. Le département va investir entre 6 et 9 millions pour rénover la partie historique. Et transférer le musée de la Résistance. Et transférer le musée de la Résistance. Donc on est sur un vrai partenariat public-privé. Aujourd'hui, quand bien même la rénovation totale du bâtiment par le département ne l'ouvrirait pas plus au public. Là, on va avoir un passage entre la place Saint-André et les quais qui va être réouvert. On va redonner vie à ce bâtiment. Bon, ça nous donne l'occasion d'évoquer un autre musée en préparation, un chantier en cours, le futur musée Champollion à Vif. Ouverture là beaucoup plus imminente, en 2020, après 5 millions d'euros de travaux. Ce sera le 11e musée départemental en Isère. Oui, ce sera le 11e musée départemental et j'en suis heureux et je suis fier que le département de l'Isère fasse partie des départements qui ont doublé leur budget culture depuis 2015. On est passé de 19 à 38 millions. Le département a en propriété cette maison que l'on voit en ce moment, une maison magnifique, remarquable. Nous avons des collections. Le département qui s'était porté acquéreur de ce bien en 2004 et qui n'en avait rien fait. Aujourd'hui, on sait pertinemment que l'Égypte, Champollion, eh bien, tout ceci va enthousiasmer. Et d'ailleurs, le public ne s'y était pas trompé. La fois où cette maison avait été ouverte, la seule fois une année au public, c'était 50 000 visiteurs. Donc, on est convaincu que ça a un intérêt culturel, mais aussi touristique. Aux portes du Sud-Isère, c'est un appel formidable pour aller plus loin dans l'Oisans, la Matésine et le Trièves. Ouverture en 2020. Alors on pourrait citer le chantier de reconstruction du nouveau bâtiment des archives départementales, 37 millions d'euros pour une livraison en 2020. Ce qui nous amène à parler plus globalement de la politique culturelle. On a évoqué les musées, les festivals. Alors il se trouve que ce week-end précisément débute Jazz à Vienne, c'est la 39e édition. Il y aura ensuite le festival Berlioz. Cette politique culturelle via les festivals, elle est essentielle pour l'attractivité du territoire. Elle est essentielle parce que si vous voulez la culture, on a deux budgets en fait. On a le budget culture et patrimoine sur lequel nous avons mis énormément d'argent. C'est plus de 10 millions d'euros. Et puis avec ce que nous faisons sur Saint-Antoine-l'Abbaye, sur le musée Champollion, sur les archives, tout ça c'est patrimonial. C'est essentiel, c'est le chaînon de la mémoire qui nous relie au passé. Et puis la culture, c'est aussi tout ce qui est spectacle vivant. Et là, on a voulu aider plus le festival Jazz à Vienne, qui est un festival remarquable, qui attire plus de 200 000 visiteurs, qui est essentiel culturellement, mais aussi pour la vie économique du bassin viennois, et tout ceci est important.
Le festival Berlioz, bien évidemment, qui est notre fer de lance cette année, du 150e anniversaire de la disparition d'Hector Berlioz. Bruno Messina, qui est à la manœuvre au niveau national, qui nous fait encore une édition exceptionnelle et remarquable. Oui, nous démontrons aussi que la musique classique, grâce à tout un tas de concerts gratuits, elle peut être accessible pour tous et partout. Donc c'est vraiment notre fer de lance, nous y sommes très attachés. Et puis dans le cadre des manifestations, il y a la musique, mais il y a aussi ce que nous faisons dans le cadre de Paysage, avec l'ensemble des artistes, alors que ce soit Paysage nous permet de dériver parfois au-delà de la photo, de la peinture, sur vraiment le spectacle vivant. Allez, Jazz à Vienne du 28 juin au 13 juillet et Berlioz, ce sera à partir du 17 août jusqu'au 1er septembre. Revenons, Monsieur le Président, à la séance publique de la semaine dernière avec l'étude du bilan financier. C'est le compte administratif, les dépenses réelles qui ont été opérées en 2018, avec un niveau d'investissement de 273 millions d'euros en 2018 et un budget de fonctionnement stable, maîtrisé, on va dire, en léger recul. Je le disais en introduction, c'est une volonté affichée, renforcer l'investissement, maîtriser le fonctionnement. C'est un choix politique qui peut être critiqué. Ah ben bien évidemment, le choix politique peut être critiqué. Et d'ailleurs, il a été critiqué dès le début, puisque je me souviens en 2015, quand nous sommes arrivés et que nous avons mis en œuvre le plan de relance, notre opposition prenait à témoin l'ensemble des Isérois en leur disant: vous verrez, dans quelques années, les impôts augmenteront et nous serons en faillite. 4 ans après, les impôts n'ont pas augmenté, nous ne sommes pas en faillite. Le département a atteint un niveau record d'investissement. Nous avons maîtrisé nos dépenses de fonctionnement. Et je le dis et j'insiste là-dessus. Effectivement, nous sommes à moins 0,2% en 2018, ce qui est bien évidemment très inférieur au pacte financier qui nous imposait une augmentation de 1,2%. Mais ce que je souhaite vraiment dire, c'est que nous ne l'avons pas fait au détriment des services que nous apportons à l'ensemble des personnes en difficulté, parce que tout à l'heure, j'ai parlé des solidarités territoriales, mais là, on parle des solidarités sociales. Et que le département de l'Isère, en 2019, quand il décide d'augmenter le budget pour les personnes âgées de 9%, quand il décide d'augmenter le budget pour les personnes handicapées de 7%, c'est des choix politiques forts qui ne vont pas dans le sens de moins de services. Par contre, et c'est vrai, que sur les dépenses sociales concernant le RSA, nous sommes en diminution, mais tout simplement parce que nous avons une baisse du nombre de demandeurs de RSA. On va revenir sur le RSA. Cette séance du conseil départemental, elle a quand même été marquée la semaine dernière par une manifestation de certains agents du département, les agents des services solidarité en particulier, qui dénoncent des baisses de moyens, des dégradations de conditions de travail. Alors, d'abord, je crois qu'il faut remettre cette manifestation en perspective. Nous avons, lors de cette session, et c'est ce qui a été, à mon sens, un peu choquant, modifié le régime indemnitaire pour l'ensemble des agents et la collectivité, et je trouve ça normal. Récompense ces agents. C'est les conditions de rémunération. Les conditions de rémunération, elles récompensent ces agents qui font des efforts, parce que les dépenses de fonctionnement qui n'ont pas augmenté, c'est aussi grâce aux agents. Donc il y a une récompense, comme dans une entreprise, en direction des agents qui parfois étaient fort mal payés, puisque le régime indemnitaire n'a pas été revu depuis 2004. Donc on a apporté quelque chose qui représente à peu près 8 millions d'euros. Et que la manifestation de vendredi était plutôt malvenue, mais elle provenait de 2 syndicats. Et sur l'ensemble du département, puisque l'appel à la grève a été lancé sur l'ensemble des départements, on a dénombré 81 personnes grévistes sur les 4600 agents du département. 80 grévistes, 4600 agents. Ils ont fait beaucoup de bruit. Mais sincèrement, je ne voudrais pas que ce soit les 80 agents grévistes et les seuls 30 agents présents vendredi matin qui donnent une image de ce qu'est le service public, parce que ce n'est pas l'image et ce n'est pas l'action surtout de l'ensemble des personnels qui se reflètent le vendredi matin. Quand ces agents venaient bien sûr discuter de la baisse des moyens, ce qui est faux, puisque nous avons recréé sur le territoire de l'agglomération grenobloise 20 postes, et ils le savent pertinemment.
Ils savent aussi pertinemment qu'on a augmenté leur rémunération. Mais quand ces agents viennent se plaindre de l'insécurité, de l'agressivité des personnes dans les lieux de rencontre, ce que je comprends et qu'il faut condamner fermement, eh bien, il ne faut pas utiliser la même violence quand on vient manifester dans une enceinte démocratique. Parce que ça, ce n'est pas l'exemplarité. Vous évoquiez la politique sociale en matière de RSA, de revenu de solidarité active, donc l'ancien RMI. En Isère, vous aviez lancé la réciprocité consentie, ce contrat finalement d'engagement réciproque. On en est où? Quel bilan vous tirez? Écoutez, on en tire un bilan très positif, et d'ailleurs qu'on va faire parce que il faut que cela se sache. On a aujourd'hui, la loi impose ces contrats de réciprocité, ce qui n'était pas mis en application. Oui, on a très peu de contrats signés. Ouais, très peu de contrats signés. On a mis en application les choses, mais si vous voulez, on n'a pas eu une politique du chiffre en disant « je veux que tout le monde signe des contrats de réciprocité ». Ça n'a pas de sens. Par contre, ce que nous avons souhaité, c'est que sur les allocataires, de manière volontaire, quand ils signent ce contrat de réciprocité, on soit dans une démarche volontaire d'accompagnement qui permette à ces allocataires de réellement retrouver de l'emploi. Parce que c'est bien ça le but. Toute personne a droit à un emploi et toute personne est capable d'assumer un emploi pour peu qu'on l'accompagne. Ça, c'est ma conviction et c'est la conviction qui est portée par la majorité. Et ainsi, ce qu'on a fait quand même, et ça, c'est une réalité des chiffres qu'on peut contester, mais à l'infini. Aujourd'hui, le nombre de bénéficiaires de RSA a baissé de 10% dans le département de l'Isère. Vous faites un lien de cause à effet? Pas forcément. Ah si, parce que ce n'est pas une tendance régionale et ce n'est pas une tendance nationale. Alors c'est vrai que la situation économique de l'Isère est plutôt bonne. Nous ne sommes pas les seuls départements à avoir une situation économique plutôt bonne. Par contre, nous sommes un des seuls départements où le nombre de bénéficiaires de RSA baisse. Petite digression et question à l'ancien député Jean-Pierre Barbier. Qu'est-ce que vous pensez de la réforme du gouvernement sur l'assurance chômage, avec pour ambition de réaliser 3,4 milliards d'euros d'économies et de permettre à 150 000 à 250 000 demandeurs d'emploi de retrouver du travail, et notamment parmi les réformes, la condition durcit la prolongation des droits pour les chômeurs. Si oui, je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas le détail de ce qui est proposé par le gouvernement. Ce qu'il y a de sûr, et c'est une certitude, parce que je rencontre des chefs d'entreprise au quotidien, même si le département n'a plus la compétence économique, souvent ils se plaignent de cela. De dire mais on n'arrive pas à recruter parce que les gens sont indemnisés et vont au bout de leur indemnisation, ou l'indemnisation est trop proche du montant de la rémunération et les gens préfèrent, de manière très humaine, rester chez eux plutôt que de venir travailler pour un salaire qui sera à peine plus haut. Donc très honnêtement, il faut revoir les choses. Après, je suis aussi prudent parce que dans le détail de ce qui est proposé, je ne le connais pas. Donc restons prudents. On revient à la politique sociale du département avec là aussi un sujet qui nous avait beaucoup occupé la dernière fois que vous étiez venu, c'était l'accueil des mineurs non accompagnés. On sait que la pression migratoire est forte et elle reste forte sur l'Isère. C'est un département qui prend en charge beaucoup de mineurs non accompagnés. Si vous voulez, je crois que sur cette politique mineure non accompagnée, le département de l'Isère a accueilli en 2017 et 2018 énormément de demandes. Et ce que moi je tiens à dire, c'est que nous avons toujours accueilli tous les mineurs non accompagnés et qu'à aucun moment je donnais une directive, quelle qu'elle soit, de dire de refouler l'ensemble des personnes qui se présentaient. On faisait des analyses objectives. On a souhaité réinternaliser ces fonctions parce que ce sont des fonctions que je considère de mission de service public pour l'application de textes législatifs. Donc on a réinternalisé, on a créé une cellule qui analyse de manière complètement objective les dossiers des personnes. On est rentré dans des dispositifs qui sont mis à la disposition des collectivités, à savoir la prise d'empreinte, qui est un dispositif totalement légal. Et aujourd'hui, le département de l'Isère gère de manière plus que correcte l'entrée des mineurs. Ils sont pris en charge. Ça nous a permis quand même de passer d'une situation où nous étions très sous pression à une situation, moi, que je qualifierais de normale, où chaque département prend sa part et pas dans une situation antérieure où on avait parfois un peu le sentiment que le département de l'Isère prenait sa part, mais au-delà.
Donc aujourd'hui, sur cette mission mineurs non accompagnés, nous sommes, on l'a gérée. On évoquait tout à l'heure l'économie, l'attractivité du territoire. J'aimerais qu'on me dise un mot de tourisme. Le département a lancé sa marque de territoire, Alp'Isère. Eh bien, la métropole vient de faire la même chose avec sa marque Grenoble-Alpes. Ah oui. Ça fait beaucoup de marques, non? Bah, ça fait beaucoup de marques, surtout si, oui, moi je vais répondre sur le ton de l'humour, parce que quand le département a lancé sa marque Alp'Isère, on a dit, oh là là, les anglicismes, quelle horreur. Et là, Grenoble-Alpes, ça veut dire get ahead, c'est ça, hein, c'est ça. On va la voir en anglais. Oui, ça fait beaucoup de marques, mais vous avez get ahead ici, vous avez Grenoble-Alpes ici, vous avez Terre de Berlioz sur mon canton. Chaque territoire a envie de se démarquer pour se mettre en avant. Moi, ce que je sais, c'est qu'avec la marque Isère, c'est quelque chose qui est tout à fait fonctionnel, c'est quelque chose que les gens adoptent, parce qu'une marque, c'est bien beau de la lancer. Après, il faut que les socio-professionnels s'en emparent. Et aujourd'hui, moi, je m'aperçois que pour ce qui concerne l'agroalimentaire, on a des gens motivés et qui l'intègrent. On a mis des moyens, on a un magazine, on est vraiment sur une marque Isère, Alp'Isère, qui porte un territoire suffisamment vaste pour qu'elle soit un succès. Vous savez, les marques, d'ailleurs, c'est un peu la question qu'on s'était posée quand nous avions mis en œuvre la nôtre, beaucoup naissent et peu subsistent. Donc, voilà, ma foi, je ne peux pas reprocher à la métropole de vouloir mettre en avant son territoire. Après, c'est la communication. Vous savez, la communication, c'est bien, mais il faut encore avoir quelque chose à vendre. Un mot sur l'aéroport Grenoble-Isère, Saint-Étienne de Saint-Geoires. Pour vous, c'est un acteur économique de premier plan. Mais un rapport récent sur le plan national dit qu'en France, on a la culture des aéroports, des petits aéroports de proximité. On est un des pays où il y en a le plus grand nombre. Cet aéroport, il a encore une vraie utilité. Certains en doutent, notamment dans votre opposition, qui critique l'argent qui est public qui est mis dans cet aéroport. L'opposition, on va dire, écologiste. Parce que tout de même, l'opposition socialiste, même si elle est parfois de mauvaise foi, a quand même beaucoup de peine à ne pas soutenir l'aéroport, quoique certains, pour des raisons de politique politicienne, s'y aventurent. Mais ils l'ont soutenu pendant des années et nous avons récupéré cet outil. Et je dirais que les écologistes ont le droit d'être contre le transport aérien d'une manière générale, et je peux l'entendre. Hein. Aujourd'hui, il y a un débat qui se crée au niveau national, au niveau international, sur le transport aérien et sur la pollution qui peut être engendrée par celui-ci dans le cadre du réchauffement climatique. Je l'entends. Cela étant, pour ce qui concerne l'aéroport de Saint-Étienne de Saint-Geoires et Grenoble-Isère, il est important, il est essentiel pour nos stations de sport d'hiver. Quand il a été question et quand l'opposition est montée au créneau contre l'aéroport, quand les articles dans la presse qui se demandaient pourquoi on mettait 2 millions. Alors 2 millions, si vous voulez, c'est beaucoup d'argent. Moi, ce que j'avais simplement de dire, c'est 2 millions sur 90 millions apportés aux mobilités dans l'ensemble sur le département. C'est-à-dire c'est 2% du montant de ce que nous consacrons aux mobilités. Donc c'est peu de choses, mais ça apporte du monde dans nos stations de sport d'hiver, fonctionne avec les charters, ça apporte du travail localement, c'est 600 emplois chaque année, et de personnes qui sont en pleine saison. En pleine saison, c'est une centaine d'emplois, enfin, le reste de l'année. Bref, c'est une activité économique, et mon rôle de président de département, même si je peux avoir une opinion sur le transport aérien, ce n'est pas celle de faire part de mon opinion. C'est celle de gérer un outil, et un outil qui est important pour le département, et de se dire que si les avions ne se posent pas à Saint-Étienne de Saint-Geoires, eh ben, ils iront se poser à Satolas. Et au final, pour la planète, on n'aura rien gagné. Par contre, l'Isère aura perdu quelque chose. 300 000 passagers par an à Saint-Étienne. Un peu plus. 320 000. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tout de même inquiet. Il faut pas, vous savez, il faut regarder les choses avec lucidité. Le Brexit pose question parce que c'est vrai qu'on a une clientèle britannique importante et qu'on a du mal à estimer les difficultés. Allez, on évoque les déplacements. Parlons des travaux de l'A480. Ils ont largement commencé. On sait que cette voie, elle sera élargie, 2 fois 3 voies, mais que la vitesse y sera limitée à 70 km/h, mais qu'une voie supplémentaire sera réservée au covoiturage. Bon, finalement, ça n'aura plus rien d'une
voie rapide. Si oui, je me permettrai juste de reprendre vos propos parce que je sais que j'ai une opposition qui est très dans la sémantique. L'A480 ne sera pas élargie. L'emprise. Il y aura 2 fois 3 voies sur l'emprise actuelle de l'A480. Je crois que non, mais si vous voyez sur les termes, c'est important parce qu'on nous a dit l'élargissement. Non, il n'y a pas d'élargissement. On reste sur la même emprise à 2 fois 3 voies, avec une amélioration. Nous l'espérons, et en tout cas c'est pour cela que tout ceci est fait, de la fluidité de la circulation, ce qui permettra diminution des bouchons, baisse de la pollution, la construction d'un mur anti-bruit sur des kilomètres, alors qu'aujourd'hui on n'a que 900 mètres de mur anti-bruit, donc meilleure protection des populations à proximité, baisse de la vitesse, on va vers un boulevard urbain ou en tout cas une autoroute urbaine, enfin vous l'appelez comme vous voulez, vers quelque chose qui va améliorer le trafic, permettre aux entreprises de venir travailler, permettre aux gens de perdre moins de temps dans les bouchons, d'améliorer la qualité de vie des riverains, de faire baisser la pollution. Bref, on est vers un ouvrage du 21e siècle pour remplacer un ouvrage du 20e. Bon, votre opposition vous a reproché lors de la séance publique de ne pas avoir suffisamment concerté sur ce projet. Ah oui, écoutez, la concertation, elle a eu lieu avec la ville, avec la métropole. On a concerté pendant quand même 2 ans. Enfin, je rappellerai juste que pour arriver au protocole A480 qui a permis d'enclencher les phases successives, le département a travaillé pendant 2 ans avec la métropole qui représentait l'ensemble des communes sous son périmètre, les services de l'État. Je suppose que les uns et les autres ont participé à cette concertation. C'était à la métropole de faire la concertation, c'est ce que vous dites? Non. Je dis que c'est un projet de l'État. N'oublions quand même pas, il faut ramener les choses dans le cadre. Le projet d'A480, c'est un projet État. C'est une voirie État. Donc la concertation qui a été mise en place, c'est une concertation qui est très cadrée avec les enquêtes publiques. Ensuite, les communes riveraines, puisque le sujet était là, dans le manque de concertation, les communes riveraines avaient toute latitude pour organiser toute la concertation qu'elles souhaitaient. Moi, on ne peut pas renvoyer sans arrêt le manque de concertation au département. La ville de Grenoble, Échirolles, Fontaine, enfin bref, toutes ces communes auraient pu organiser toutes les réunions qu'elles souhaitaient. Alors on évoque maintenant des voiries départementales. La route départementale 1075, donc, qui va dans le Trièves, vers Luce-la-Croix-Haute, 56 millions d'euros, 32 kilomètres, une trentaine d'opérations de requalification, de ronds-points, de zones de dépassement. Le département investit sur les routes. C'est le grand projet pour desservir l'Isère Sud. On investit sur les routes parce qu'on sait que, bien évidemment, on travaille aussi sur du transport collectif, parce que le transport collectif doit aussi apporter un certain nombre de solutions. Mais je rappellerai juste qu'aujourd'hui, le transport n'est plus d'une compétence départementale, mais une compétence régionale, que ce soit pour la route ou pour le fer, et que la route, quoi qu'il en soit, restera pour les années à venir un axe essentiel. Donc on a décidé d'investir massivement dans la 1075 parce qu'il y a énormément de trafic et aussi parce que c'est une route qui est accidentogène et qu'on a un nombre de tués insupportable sur cet axe. Et ça fait aussi bien des années que tout ceci aurait dû être vu et c'est ce que nous mettons en place. Mais du coup, la 480, les travaux sur la RD 1075, certains disent que c'est pour mieux tuer l'éventuel achèvement de la 51. Vous nous dites, effectivement, la 51 est reportée. C'est plus d'actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, le projet routier du département sur la 1075 est le projet qui va tuer la 51? Est-ce que la 51 n'est pas morte et enterrée déjà depuis un certain nombre d'années et que personne m'a parlé d'une résurrection, moi, je dis, nous, le département, enfin, pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne le département, si quelqu'un a tué la 51, c'est pas nous. Chercher le coupable ailleurs. Voilà, je crois qu'il faut être aussi, à un moment, il faut dire les choses. Par contre, de rester dans l'inactivité et l'inaction tel que ça a été le cas au cours des 15 dernières années, c'est plus acceptable.
Puisqu'on est sur les routes, les limitations de vitesse vont repasser à 90 km/h. Alors là, c'est un vaste sujet. Effectivement, moi, si vous voulez, j'ai dit, si la loi nous autorise à repasser à 90 km/h, nous repasserons à 90 km/h. Sauf que la loi est toujours extrêmement bien faite et celle qui nous est proposée, c'est de dire on redonne la main au président de département de manière individuelle, sachant que les préfets, a priori, n'auront pas d'avis à donner, ce qui me paraît quand même surprenant, et que les routes nationales resteront à 80 km/h. Et que la métropole grenobloise a d'ores et déjà dit que ces routes métropolitaines resteraient aussi à 70. Voilà, à 80. À 80. Voilà. Donc la métropole a dit c'était 80, le département 90, mon collègue du Rhône a dit que lui, ça resterait à 80, celui des Hautes-Alpes a dit à 90. Donc si vous voulez, après je crois qu'il faudra être attentif aux panneaux. On a quand même l'art dans notre pays de complexifier les choses et de les rendre inapplicables. Donc moi, j'attends de voir ce qui va sortir de la commission mixte paritaire, puisqu'aujourd'hui, le débat se situe à ce niveau-là, et que si on ne va pas vers une harmonisation intelligente des choses, moi je considère que le texte de loi qui a été voté pour qu'il soit inapplicable. Donc soyons réalistes et raisonnables, je n'ai pas envie de dépenser des centaines de milliers d'euros pour effectivement, à la sortie de la métropole, mettre un panneau à 90 sur les routes départementales, pour les remettre à 80 en rentrant dans le département du Rhône. Plus personne n'y comprendra rien. Vraiment, je veux dire, je crois que si... Vous voyez, le courage politique, à un moment, de la part du Premier ministre et de son gouvernement, ça aurait été de dire, écoutez, non, c'est terminé, c'est 80, on attend la fin de l'expérimentation et on fait le point. Non, ils ont préféré ouvrir une porte, mais une porte qui n'est pas une porte, qui est quelque chose qui va faire en sorte que personne ne pourra l'appliquer. Dans laquelle personne ne pourra passer. Allez, un mot, parce qu'il nous reste à peine quelques minutes, sur l'enquête de satisfaction qui a été lancée par le département il y a quelques semaines. Une enquête IFOP, 80% de satisfaction, donc j'imagine que vous êtes très satisfait. Vous êtes ravi, évidemment. Ah oui. Qu'est-ce que vous retenez comme point d'amélioration dans cette enquête? Sur quel point est-ce que vous devez vous améliorer? Si vous voulez, sur les points d'amélioration, je crois que c'est surtout sur les attentes des Isérois. On s'est aperçu que les personnes ont une forte attente dans tout ce qui concerne la sécurité, leur sécurité vis-à-vis des services départementaux d'incendie et de secours. C'est une forte volonté. Les pistes d'amélioration, elles sont toujours compliquées à trouver parce que chaque piste d'amélioration, ça veut dire plus d'argent. Et de dire, aujourd'hui, on a un taux de satisfaction sur l'ensemble de nos politiques qui est de l'ordre de 80%, c'est de se dire, pour arriver à 85%, combien ça va coûter, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi être réaliste. Une politique publique menée par n'importe quelle collectivité aura énormément de peine à satisfaire 100%. Donc, quand on est déjà à 80% de satisfaits, je ne dis pas qu'il faut s'en satisfaire, parce qu'il y a des points d'amélioration. Je pense particulièrement à la rapidité avec laquelle on répond à nos usagers. Je crois que moi, je suis très attaché à ça. À l'humanité qu'on peut apporter dans les rapports entre l'administration et les personnes en situation difficile. Voilà, je crois qu'on peut toujours faire mieux. Mais aujourd'hui, moi, ce que je sais, c'est que la politique que nous avons mise en œuvre, avec nos agents et avec l'administration telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, elle apporte 80% de satisfaits, donc nous sommes heureux. Donc vous êtes plutôt heureux dans la perspective de rester majoritaire en 2021. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, l'objectif, c'est bien ça? L'objectif, bien évidemment. Si vous voyez, quand on enclenche un certain nombre de politiques, on est convaincu de ce qu'on fait. Et tant que je serai convaincu de ce que je fais, tant que je serai convaincu de la pertinence de ce que nous faisons et des résultats que nous engrangeons, ah oui, je serai candidat à porter des politiques volontaristes, innovantes et dans le sens de l'intérêt des Isérois. Avant les départementales de 2021, il y aura les municipales en 2020. Comment est-ce que vous observez le positionnement et la santé de la droite à Grenoble ? Écoutez, le positionnement et la santé de la droite à Grenoble, je ne sais pas réellement si elle a été un jour en bonne santé à Grenoble.
C'est ça la question. Alors après, sur un état de santé, si je le juge par la fièvre en pharmacien ou en pourcentage électoral, oui, ah bah écoutez, le thermomètre, il n'est pas très haut. Mais est-ce que les élections européennes sont le réel reflet de ce que souhaitent les gens? Est-ce qu'aujourd'hui, la droite, telle qu'elle se définit, ne mérite pas une redéfinition? En tout cas, c'est ce qu'on semble quand même entendre au niveau national. Moi, c'est aussi ce que je pense, très, très sincèrement. Et quand vous entendez parler à Grenoble d'un arc républicain qui pourrait rassembler une partie de socialistes, En Marche, une partie de la droite, ça vous semble de bon augure pour créer une alternative? Ce que je sais, et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, sur les arcs de politique politicienne, ce que nous avons vécu un peu, nous, au département en 2015, puisque ça a été un arc qui allait quand même du MoDem, en passant par l'UDI, les Républicains, donc on avait un arc qui était aussi assez large en 2015 lorsque nous sommes présentés. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez, moi je ne veux plus parler de parti. Maintenant, depuis 2015, on touche vraiment du doigt ce qui est l'intérêt pour le département, l'intérêt pour la métropole et l'intérêt pour la ville de Grenoble. Moi, je serai très attentif à ça. Et tous ceux qui porteront des projets porteurs pour l'avenir de ces territoires de la ville, je les soutiendrai. Mais je ne m'attacherai pas, je le dis très clairement, je ne m'attacherai pas à une étiquette politique. Jean-Pierre Barbier, merci. Merci à vous. Merci d'avoir été l'invité du Récap Info. On se retrouve tout de suite sur Internet, sur les réseaux sociaux pour le bonus du Récap Info et bien sûr la semaine prochaine avec un nouvel invité.